Donc bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel épisode des webinaires du CRESEB, qui est donc dédié aujourd'hui aux proliférations d'algues vertes et plus précisément à un travail de synthèse qui a été mené par le Centre d'études et de valorisation des algues, le CEVA, qui a fait ce travail à partir des données d'observation cumulées depuis une vingtaine d'années dans le cadre de sa mission de suivi et d'étude du phénomène des marées vertes en Bretagne. Donc, nous mettons en lumière ces éléments d'analyse dans le cadre des webinaires du CRESEB parce que ce travail est en phase aussi avec nos missions de transfert et d'appropriation des connaissances acquises sur la gestion de l'eau et les milieux aquatiques. Et donc, l'une de nos thématiques au CRESEB porte sur les problématiques d'eutrophisation des eaux douces et des eaux littorales. Et dans ce cadre, le CRESEB anime aussi un appui scientifique aux actions de lutte contre la prolifération des algues vertes et aussi un appui à une meilleure compréhension du phénomène. Donc, le CEVA fait partie, à ce titre, des structures partenaires qui œuvrent dans ce sens depuis plusieurs années et qui est reconnu pour son expertise sur la problématique environnementale algues vertes. Donc, aujourd'hui, nous avons donc le plaisir d'accueillir Justine Louis, qui est chef de projet environnement marin au CEVA et qui va nous présenter donc les enseignements issus de leur suivi et analyse de la dynamique inter- et intra-annuelle des échouages d'ulves sur le littoral breton. Donc, travail qui a fait l'objet d'une publication avec ses collègues du CEVA, notamment Sylvain Balu, une des chevilles ouvrières de longue date au CEVA sur ce sujet. Donc, pour rappel, ce webinaire est enregistré et donc merci de bien vouloir garder vos micros coupés pendant l'exposé. Et à l'issue de la présentation, qui va durer une trentaine de minutes, nous aurons un temps d'échange. Vous pourrez ainsi poser directement vos questions en levant la main ou alors par écrit dans le chat, où vous pouvez intervenir aussi par écrit donc au fil de l'exposé. On pourra reprendre vos questions à la fin. Et donc voilà. Donc je laisse la parole à Justine, qui va pouvoir aussi partager son écran pour Ouais. lancer son Merci exposé. Josette. Alors, hop. Voilà. Donc, est-ce que c'est OK pour le partage d'écran? Oui, c'est très Super. bon. Mm. Très bien. Eh ben, donc, bonjour à tous et merci donc Josette de nous avoir accordé le plaisir donc de présenter les travaux qui sont menés au CEVA dans le cadre de ce webinaire. Et comme tu l'as pu l'introduire, c'était justement l'occasion de pouvoir présenter ce travail de synthèse qui a fait l'issue donc d'une publication d'un article scientifique l'année dernière dans une revue, donc Marine Pollution Bulletin. Et donc voilà, on a profité de ce webinaire pour présenter ces travaux-là. Euh, donc, ces travaux, comme tu l'as dit, ils ont pu faire l'objet d'une valorisation de toute une base de données qui a été acquérie au sein du CEVA grâce à des programmes de surveillance et de prolifération d'algues vertes. Et donc, je vais rappeler un petit peu avant d'arriver dans le vif du sujet de l'article, de rappeler quelques éléments de contexte de ces programmes de surveillance. Et aussi, je me permets de mentionner donc que Sylvain Balu, que peut-être, à mon sens, à mon avis, plusieurs personnes connaissent, donc qui est chef de projet du programme de surveillance des proliférations d'algues vertes au CEVA. Donc, s'excuse de son absence, il avait d'autres obligations professionnelles, donc il ne pourra pas se joindre à nous pour les échanges à la suite de cette intervention. Donc, ce programme de surveillance, donc, il a été initié en 2002, donc dans le cadre du programme ProLittoral, et qui a actuellement donc fait l'objet des surveillances qui sont menées au CEVA, dans le cadre des réseaux de contrôle de surveillance RCS et réseaux de contrôle opérationnel RCO, qui depuis 2017 donc sont sous la maîtrise d'ouvrage de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Et donc, dans le cadre de ces programmes de surveillance, le CEVA organise donc des survols aériens sur l'ensemble du littoral Loire-Bretagne, mais également au niveau de la façade normande. Et l'objectif donc de ces survols aériens qui ont lieu donc d'avril jusqu'à octobre, une fois par mois, est d'acquérir justement des photographies aériennes qui permettent par la suite d'estimer des surfaces d'échouage d'ulves que l'on peut observer sur l'ensemble du littoral. Donc, à la suite de ces survols qui sont réalisés donc chaque mois,
On effectue également ce qu'on appelle des contrôles terrain ou vérités terrain, c'est-à-dire qu'il y a des opérateurs qui vont sur le terrain, sur les sites où on a pu observer via le ciel des dépôts d'algues vertes. Et donc, à partir des observations sur le terrain, on va pouvoir confirmer ce qu'on a pu observer lors des survols et aussi avoir des informations supplémentaires, notamment sur les espèces qui sont présentes dans ces dépôts et ce qui vont nous permettre par la suite de classer ces sites, dits sites classés marée verte, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des dépôts significatifs d'ulves, en tout cas, qui montrent un état écologique qui serait en déséquilibre. Grâce à ces photographies aériennes, donc on va les traiter. Comme je disais, on va déterminer des surfaces d'échouage. Donc, au préalable, la première phase de ce traitement, ça va être qu'on va les géoréférencer, ces clichés. Et à partir de ces clichés-là, on va faire un travail de digitalisation des surfaces d'échouage. Donc, c'est ce qu'on peut voir au niveau de cette photographie aérienne. On voit plein de surfaces comme ça qui sont détourées en rouge. Donc, c'est ce qu'on appelle ça la digitalisation. On va détourer tous les dépôts qui sont présents sur nos photographies. Et dans chaque surface qui a été délimitée, on va y indexer un taux de recouvrement d'ulves présentes dans ces dépôts. Alors, j'ai fait juste une petite parenthèse. Donc ça, on va avoir une méthodologie qui va être faite pour les baies sableuses, mais qui va être aussi différente pour les vasières. Donc, je m'explique. Pour les baies sableuses, effectivement, on va digitaliser l'ensemble des sites qui ont été classés à marée verte, donc d'avril à octobre. À la différence pour les vasières où la méthodologie est un peu différente pour qu'elle puisse être, convergée vers les grilles européennes DCE, donc depuis 2008, où pour les vasières, on va digitaliser l'ensemble des tapis continus d'algues vertes, mais pas uniquement des algues vertes en lame, mais également des algues vertes filamenteuses. Donc c'est pour ça que là, on ne va plus parler de surface d'échouage d'ulve, mais on va parler de surface d'échouage d'algues vertes. Et aussi, ce qui est aussi la différence par rapport aux baies sableuses, c'est qu'on va digitaliser uniquement les inventaires où on va leur présenter des proliférations maximales. Donc, on ne va pas avoir un suivi saisonnier, mais on va avoir plutôt un suivi annuel, un inventaire, une digitalisation par an. Donc, c'est juste la petite parenthèse. Et donc, grâce à ce travail de digitalisation, on a donc des surfaces, un taux de recouvrement respectif en nul, donc pour les baies sableuses, et donc ce qui va nous permettre à la fin, par site, d'avoir une surface totale d'échouage d'ulve qui concerne. Ce programme de surveillance des proliférations d'algues vertes, donc c'est justement grâce à ce programme-là qu'on va avoir cette base de données qui résume en fait l'ensemble des échouages sur le littoral depuis plus de 20 ans. Et donc cette base de données-là, elle va avoir plusieurs finalités. Alors une première finalité, donc on va dire plutôt réglementaire, dans le cadre donc, de la directive 4 sur l'eau, où justement l'objectif d'évaluer les échouages d'ulves sur le littoral va nous permettre d'évaluer cet état écologique de la masse d'eau grâce à l'indicateur macroalgue opportuniste qui va permettre de refléter l'état de trophisation du milieu. Autre finalité de cette base de données, c'est qu'elle va pouvoir alimenter un outil qui, à l'heure actuelle, est opérationnel dans le cadre du plan de lutte contre les marées vertes. C'est un outil de modélisation, donc EcoMars 3D Ulve, qui est utilisé au CEVA et qui va permettre de modéliser l'hydrodynamisme et la biologie du milieu. Et enfin, tout l'intérêt d'avoir cette base de données-là qu'on a depuis 20 ans, c'est que justement, ça nous permet d'avoir un recul, un historique suffisant pour tendre vers une meilleure compréhension des systèmes, une meilleure compréhension de la dynamique des échouages. Et l'idée, c'est de pouvoir valoriser l'ensemble de cette base de données, donc à travers la communauté scientifique, mais également de pouvoir communiquer ces données à travers différentes interventions au niveau des territoires. Et donc, c'est justement dans cette dernière finalité qu'on a voulu valoriser cette base de données à travers donc, un article scientifique donc, que vous pouvez voir ici. Donc, comme je disais, qui a été publié l'année dernière dans la revue Marine Pollution Building. Et donc, l'objectif de cet article, c'était de pouvoir analyser la dynamique inter- et intra-annuelle des échouages d'ulves sur le littoral breton et d'évaluer les paramètres qui vont contrôler le phénomène de reconduction annuelle des marées vertes.
Et donc, pour répondre à cet objectif-là, donc on a utilisé la base de données de 2003 à 2020 et on a fait un focus sur les 8 baies qui sont dans le cadre du plan Algues Vertes, dans le cadre du PLAV. Donc, on a fait un zoom particulier sur la baie de la Fresnaye, la baie de Saint-Brieuc, la baie de Lannion, la baie de Loquirec, la baie de Hornguilec, la baie de Guissény, la baie de Douarnenez et enfin la baie de Concarneau. Et donc ça a été tout un travail collaboratif avec différentes personnes qui sont toujours au CEVA et qui ont participé de différentes manières à l'élaboration de cet article à travers la construction de cette base de données et l'interprétation au niveau également statistique et au niveau discussion scientifique derrière. Donc, le fil rouge de cet article, il repose sur 3 questions majeures. Une première question qui est: est-ce que la dynamique des échouages d'ulves, elle est homogène sur l'ensemble? Alors, on a appelé ça les hotspots à marée verte, mais finalement, ça correspond à ces fameuses 8 baies algues vertes, donc qui sont dans le cas du PLAV. La deuxième question, c'est comment les flux terrigènes en azote et les conditions hivernables peuvent contrôler la reconduction annuelle du phénomène de marée verte. Et enfin, la dernière question, on a essayé de voir si on pouvait évaluer l'évolution à long terme du phénomène de marée verte en Bretagne dans un contexte de changement climatique. Donc, à la première question, est-ce que la dynamique des échouages d'ulves est-elle homogène sur l'ensemble de nos 8 baies? Donc, pour commencer, ce graphique que je vous présente, donc vous pouvez voir sur les 8 baies concernées les surfaces cumulées d'échouages d'ulves sur l'ensemble des inventaires, donc du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre, et ça donc depuis 2003 jusqu'à 2020. De manière générale, sur l'ensemble donc de ce suivi-là, on était sur une surface cumulée sur l'ensemble des 8 baies qui était à un peu plus de 2000 hectares par an. Et chose aussi très nette, c'est que finalement 55% en moyenne des échouages que l'on peut observer pendant la saison sur l'ensemble des 8 baies va vraiment être localisé au niveau de la baie de Saint-Brieuc. Ce qui est intéressant aussi, donc là on peut voir la disparité en termes de magnitude d'échouage. Ce qui est intéressant également, c'est de voir la dynamique saisonnière. Comme là, on va avoir vraiment des surfaces d'échouage mensuelles, donc d'avril à octobre. Donc de façon générale, sur nos 8 baies, ici on peut voir un petit peu comment évoluent les échouages que l'on peut observer. Donc typiquement, on va avoir une augmentation. Justine, Oui, juste une petite interruption. Et bien d'essayer sûr. de ne pas t'éloigner de ton micro parce que dès que tu t'éloignes un petit peu, on entend un peu moins bien. Ah, pardon, ok, ben, je vais me coller à mon écran. Merci. Donc oui, donc là au niveau de la distribution saisonnière, donc au niveau de ce graphique-là, on va voir la contribution en pourcentage donc de chaque mois sur la surface des échouages que l'on peut observer. Donc ça, c'est vraiment sur l'ensemble du 8 baies. Donc typiquement, on va avoir des échouages donc à partir d'avril qui vont progresser pour atteindre un pic jusqu'au mois de juillet. Au mois de juillet, en moyenne, ce mois-là va contribuer à environ 20% des échouages que l'on peut observer au niveau des baies. Et puis, on va avoir ensuite une diminution progressive jusqu'à l'automne. Alors ça, c'est à l'échelle des 8 baies. Ce qui va être intéressant, c'est aussi de visualiser ce même type de distribution saisonnière, mais cette fois-ci à l'échelle locale, donc à l'échelle de nos 8 baies. Donc, c'est ce qu'on peut observer sur ce graphique que vous avez à droite. Toujours pareil, la contribution par mois que représentent donc les surfaces d'échouage et sur l'ensemble de nos 8 baies de 2003 jusqu'à 2020. Quand on regarde ce graphique, il y a eu 2 sites, en tout cas, qu'on a pu sortir du lot. Il y a le site donc, de la baie de la Fresnaye et le site de la baie de Concarneau. Donc, je vais faire 2 zooms spécifiques sur ces 2 baies-là pour montrer finalement le caractère hétérogène que peut avoir la dynamique saisonnière des échouages d'ulves. Au niveau de la baie de Concarneau, justement, ce qu'on avait pu observer, c'est que les échouages qui étaient présents au mois d'octobre, donc lors du dernier inventaire, semblaient avoir une contribution qui était nettement supérieure à ce qu'on avait pu observer sur les autres baies. Là, en moyenne, on était à plus de 21% des échouages d'ulves en octobre qui contribuaient à l'ensemble des échouages de la saison. Alors qu'en moyenne, sur l'ensemble des 8 baies, on était plutôt autour de 10%. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer la particularité de la baie de Concarneau et notamment ces échouages-là qu'on observe en fin de saison? Alors, pour essayer un petit peu de comprendre cette particularité,
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quelques années, il y a eu des missions qui ont été mises en place en plongée, qui ont permis d'estimer la biomasse infralittorale en ulve libre dans la zone infralittorale, dans plusieurs baies, et notamment la baie de Concarneau. Puisque finalement, au niveau des survols que l'on fait, on a des surfaces d'échouage sur les strands, mais en aucun cas, on va avoir finalement de valeur sur ce que l'on peut voir en zone infralittorale, c'est-à-dire en zone immergée. Et donc, grâce à ces missions en plongée, on a pu notamment établir ce genre de cartographie que vous voyez là, où on va représenter la biomasse en ulve libre qu'il y a en zone infralittorale au niveau de la baie de Concarneau. Et ce qui a été mis en avant quand on compare par rapport aux autres baies, c'est qu'il y avait une proportion assez significative de biomasse en ulve qui était située dans cette zone immergée en zone infralittorale par rapport à ce qu'il y a dans les autres baies et surtout par rapport à ce qu'on peut observer au niveau de l'estran. Et donc, pour expliquer, enfin, l'hypothèse qui a été émise, c'est que finalement, lorsqu'on est en fin d'été, début d'automne, on a un changement de conditions météorologiques, on peut avoir un peu plus de vent, un peu plus de houle, et que finalement, ces conditions météorologiques pourraient favoriser des échouages de cette biomasse qui était initialement présente en zone infra, qui va ensuite s'échouer au niveau de l'estran plutôt en fin de saison, et qui pourrait expliquer le fait qu'on ait finalement un peu plus d'échouages finalement en fin de saison que ce qu'on peut observer durant la période estivale, contrairement à les autres baies en Bretagne. Autre site aussi que je disais qui est sorti du lot en termes de dynamique saisonnière, c'était la baie de la Fresnay. Donc, comme on le voit ici au niveau de ce graphique, on voit un gros trou. Un trou là entre 2010 et 2014, il n'y a pas de données, tout simplement puisque pendant 5 années consécutives entre 2010 et 2014, le site de la baie de la Fresnay n'avait pas été classé comme site à marée verte. Il n'y avait pas d'échouage d'ulve. Et en parallèle, donc pas d'échouage d'ulve, mais par contre, il y avait bien des proliférations d'une autre algue opportuniste, mais cette fois-ci qui était une algue brune filamenteuse, d'où son nom Pilaya littoralis. Et donc, comme on peut le voir de ce cliché-là, donc qui est de juillet 2010, en baie de la Fresnay, on va avoir des échouages, mais également très nettement au niveau du rideau. On va avoir ces proliférations d'algues brunes, hein, donc Pilaya littoralis. Alors, comment expliquer ce changement, hein, ce changement d'espèce? Ça pourrait être lié justement à des modifications de conditions environnementales qui permettraient en tout cas de favoriser la prolifération de cette espèce algue brune au détriment de l'ulve. Ça veut dire que sous certaines conditions environnementales, Pilalia littoralis serait beaucoup plus compétitrice par rapport à l'ulve. Et par exemple, pour donner un type d'exemple de modification environnementale qu'on a pu enregistrer, typiquement l'année 2010, on a pu observer que c'était l'année où il y avait les plus faibles températures qui avaient été enregistrées au moment de mars. Et en même temps, c'était aussi l'année où, par exemple, au début d'été, au mois de juin, on avait des flux azotés qui avaient été divisés par 3 par rapport à l'année précédente. Et donc, typiquement, ce genre de modification au niveau que ce soit paramètre température, mais également au niveau des conditions nutritives du milieu, pourrait justement favoriser ce changement d'espèces proliférantes. Et autre caractéristique aussi qui est assez typique, on va dire, qui sort du lot au niveau de la baie de la Fresnay, c'est qu'on peut voir, donc après ces années consécutives, on n'avait pas d'échouage d'ulve, on a eu un classement du site de la baie de la Fresnay classé marée verte, mais cette fois-ci, on avait une dynamique de prolifération, enfin une dynamique d'échouage qui était totalement différente. Puisqu'effectivement, à partir de 2015, on a pu observer que les échouages étaient beaucoup plus tardifs que ce qu'on avait pu observer lors des années antérieures, avec principalement des échouages qui étaient concentrés sur la période estivale, donc de juin à juillet, donc vraiment début estival. Et en parallèle, d'où l'intérêt aussi d'avoir pu mener donc des opérations, comment dire, sur le terrain, c'est que on a pu observer un changement d'espèce. Alors, on était toujours sur des proliférations d'algues vertes en lame, mais cette fois-ci, on n'était plus sur des algues vertes du genre Ulva, mais on était sur une espèce d'algue verte d'un autre genre, qui est le genre Ulvaria. Alors, elles font partie de la même famille, mais ce ne sont pas donc le même genre et donc pas la même espèce. Donc, ça pourrait expliquer le fait qu'on voit justement une dynamique de prolifération et des échouages qui serait différente de ce qu'on avait pu observer lors des années antérieures.
Donc finalement, on a quand même plusieurs éléments qui peuvent nous dire que toutes ces baies-là, elles sont certes concernées par des échouages et par un phénomène de marée verte, mais finalement, leur dynamique va être différente, soit en termes de dynamique saisonnière, soit en termes d'amplitude au niveau des échouages, et également comment vont évoluer les paramètres environnementaux et comment ça va se jouer sur l'assemblage des communautés algales. Deuxième question donc, dont on a voulu répondre dans cet article, c'était donc comment les flux terrigènes en azote et les conditions hivernales peuvent contrôler la reconduction annuelle du phénomène de marée verte. Alors, pour rappel, les proliférations algales, en tout cas les algues vertes, elles ont besoin de 3 facteurs qui vont potentiellement limiter leur croissance. Ça va être d'une part la température, la lumière et l'azote. Et qu'est-ce qui va favoriser donc ces fortes proliférations d'algues vertes? Ça va justement lorsqu'on va être dans un milieu où il va avoir un apport nutritif, et notamment un apport azoté qui va être important, qui va être issu des bassins versants par les rivières, mais également dans un milieu où on va être plutôt sur des baies qui vont être confinées, abritées, où on va avoir une faible profondeur d'eau, une faible turbidité. Tous ces éléments vont favoriser finalement un faible renouvellement de la masse d'eau, à un milieu où la température va augmenter plus rapidement et également on va avoir une meilleure luminosité. Et tous ces facteurs-là, finalement, vont être propices pour stimuler la prolifération d'algues vertes. Donc nous, l'objectif dans le papier, c'était justement de pouvoir coupler donc cette base de données que l'on a lors des suivis des échouages d'algues vertes et de coupler cette base de données avec d'autres bases de données, donc d'autres paramètres environnementaux. Et donc, premier facteur que l'on a voulu utiliser, ça va être justement les flux azotés mensuels qui proviennent des bassins versants. On a voulu également coupler donc, la base de données des suivis d'échouage avec des paramètres qui reflètent les conditions hivernales. Donc, on a choisi 2 paramètres. Le paramètre qui est la température de la surface de l'eau du mois de mars, donc qui est dans la période plutôt fin d'hiver, début de printemps. Et autre paramètre, c'est, donc on l'a labellisé CHES, et la valeur moyenne de la hauteur significative des vagues, donc entre les mois de novembre et les mois de mars. Et en fait, finalement, ça représente la houle et ce qui va caractériser l'état de la mer. Est-ce que plus ma valeur d'HS va être faible, plus l'état de la mer va être calme. Et enfin, le dernier paramètre qu'on a voulu tester, c'est ce qu'on appelle le stock algal résiduel. Donc, pour le caractériser, on a utilisé les surfaces d'échouage qui avaient été mesurées lors du dernier inventaire, donc vraiment à la toute fin de saison au mois d'octobre de l'année N-1. Donc, notre objectif, premièrement, en termes de méthodo, c'était déjà de voir à l'échelle de nos 8 baies, donc à l'échelle régionale, de voir comment l'ensemble de ces facteurs-là, de ces paramètres-là que je vous ai définis précédemment, vont permettre d'expliquer la dynamique saisonnière, saisonnière et annuelle des échouages d'ulf. Et donc, je vais pas forcément rentrer dans le détail, hein, si jamais il y a des questions, on pourra en reparler, mais on a tenté donc de faire une analyse multivariée pour pouvoir, premièrement, illustrer, visualiser les liens qui existent entre nos différents paramètres et également de pouvoir quantifier à quelle hauteur ces variables explicatives, hein, donc les flux azotés, les conditions hivernales et le stock algal résiduel, peuvent contribuer, peuvent expliquer la dynamique des échouages. Il y a vraiment 2 résultats majeurs dont je vais vous parler. Ça va être d'une part, c'est que l'ensemble de ces paramètres que nous avions définis nous ont permis d'expliquer à hauteur de 63% la dynamique intra-annuelle des échouages d'ulf. Et surtout, élément majeur, c'est que finalement, on a pu mettre en évidence que le stock résiduel avait permis d'expliquer à hauteur de plus de 57% de la dynamique des échouages d'ulf, donc vraiment une réelle contribution, une forte contribution de ce seul et unique paramètre. Et finalement, ça permet de mettre en évidence le lien qui peut exister entre les proliférations et les échouages de l'année N-1 avec l'année suivante. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant et qui avait aussi pu être discuté dans d'autres régions du monde qui font aussi l'objet de prolifération d'algues vertes, notamment au niveau de la mer Baltique et au niveau des eaux côtières de Chine.
et comment on peut un petit peu illustrer ce fameux stock résiduel. Il faut voir ça comme une espèce de tout un stock de fragments d'ulve qui va rester dans un état d'hibernation. Et lorsque l'on va avoir des températures et une lumière propice à la croissance des ulves, c'est que finalement, on a un petit peu déjà ce stock-là qui reste en stand-by et qui est prêt tout de suite à pouvoir proliférer lorsque les conditions de luminosité et température seront adéquates et donc favoriser une précocité des échouages. Alors, comme on le disait, donc là, on a fait à l'échelle, cette première méthodologie à l'échelle régionale, mais comme on avait pu le voir tout à l'heure, finalement, c'est pas si simple que ça, c'est-à-dire que chaque baie a quand même des spécificités et donc une dynamique qui était hétérogène. Et donc, l'idée, dans cette deuxième étape, c'était de voir est-ce que ce qu'on a pu voir à l'échelle vraiment générale de l'ensemble des baies, est-ce qu'on pouvait voir ce même lien entre les paramètres sur différentes baies, et on a choisi de faire cette comparaison avec 3 baies qui étaient contrastées. Donc, la baie de Saint-Brieuc, la baie d'Anguillec et la baie de Lannion. Donc, la baie de Saint-Brieuc, qui est plutôt caractérisée comme une baie qui va être bien abritée, qui va avoir des flux azotés, une intensité d'échouage qui va être relativement plus important que les autres baies. La baie de Hornguilec, qui, à la différence de la baie de Saint-Brieuc, va être une baie qui va être beaucoup moins abritée, donc avoir tendance à avoir une dispersion du stock résiduel algal qui va être plus forte et avoir une intensité d'échouage qui va être relativement plus faible par rapport aux autres baies. Et enfin, la baie de Lannion, qui, elle, va se caractériser par une intensité d'échouage qui va être relativement importante, alors que les flux d'azote sont très faibles par rapport à ce qu'on peut voir dans les autres baies. Donc, l'idée en termes de méthodologie, on a essayé, donc, à travers un modèle de régression linéaire multiple, de voir comment nos paramètres, donc les flux azotés, les conditions hivernales et les stocks résiduels, pouvaient expliquer les échouages printaniers, donc entre avril et mai, les échouages estivaux juillet et août, et l'échouage automnal en octobre. Pour ces trois baies, donc on les a fait vraiment de façon distincte. Au niveau des échouages printaniers, ce qui est intéressant à noter, c'est que finalement, on va avoir 2 paramètres qui vont être communs, qui vont apparaître pour nos 3 baies. Pour les 3 baies, on va voir le stock résiduel, on voit la alga stock, et HS qui est au niveau de la houle. Ces 2 paramètres, on les voit, soit pour la baie de Saint-Brieuc, la baie de Hornguilec et pour la baie de Lannion, qui apparaissent comme des facteurs, enfin des paramètres qui vont avoir un contrôle une corrélation significative et qui vont expliquer de manière significative les échouages que l'on peut voir au niveau du printemps. Alors, ça va être de façon, comment dire, d'une magnitude de façon différente. On voit que pour la baie de Saint-Brieuc, ça va être très significatif, ça va expliquer autour de 67%. Et à l'inverse, ça va être un peu plus faible, par exemple, pour la baie de Anguillec, où ces 2 paramètres vont me permettre d'expliquer qu'il y a seulement 21% d'échouages printaniers. Alors, déjà, d'une part, ça permet de confirmer ce qu'on a pu voir précédemment, c'est qu'effectivement, il y a un rôle clé au niveau du stock résiduel et de ce lien que l'on peut avoir entre la prolifération de l'année N-1 avec la suivante, et que finalement, ce stock résiduel va vraiment profiter à une précocité des échouages. Et en parallèle, ce stock résiduel-là, eh ben, il va être aussi conditionné par les conditions hivernales, c'est-à-dire l'état de la mer. Si on est sur un hiver qui est très tempétueux, on va avoir tendance à facilement disperser ce stock algal et finalement, il aura un contrôle qui va être amoindri par rapport aux échouages de l'année suivante. En revanche, si on est sur un état de mer qui est très calme, finalement, on va avoir un stock résiduel qui va rester en tant que tel et qui finalement, quand les conditions seront propices, va pouvoir favoriser ces échouages que l'on va observer lors de la saison printanière. Et la différence que pourrait expliquer entre la baie de Saint-Brieuc et la baie d'Orguillec, c'est comme je le disais, la baie de Saint-Brieuc, on est vraiment sur une baie qui est beaucoup plus abritée, donc finalement qui va avoir tendance plus facilement à avoir un stock résiduel qui va rester et qui tout de suite, en fonction des conditions printanières, vont favoriser ces échouages relativement précoces. À l'inverse de la baie d'Orguillec, où on va avoir quand même une dispersion qui va être beaucoup plus présente de ce stock. Au niveau des échouages estivaux, alors là, un peu plus compliqué de mettre en évidence, en tout cas statistiquement, des liens entre nos paramètres et la dynamique des échouages au niveau de la baie de Anguillec et la baie de Lannion. Donc, je rappelle, on est sur quelque chose de statistique, on utilise des modèles de régression linéaire et on sait très bien qu'au niveau de la biologie, c'est beaucoup plus que des réponses linéaires.
Par contre, pour la baie de Saint-Brieuc, on voit effectivement qu'on a toujours ce stock résiduel. On a un nouveau paramètre qui apparaît, qui a un contrôle sur les échouages estivaux et les flux d'azote en début de en début d'été, qui vont influencer les échouages estivaux et qui vont permettre de répondre à peu près à la moitié de cette dynamique. Enfin, pour expliquer les échouages automnales, cette fois-ci, donc on a un nouveau paramètre qui entre en jeu dans le contrôle de ces échouages au mois d'octobre pour nos trois baies, enfin, en tout cas pour la baie de Saint-Brieuc et la baie de Lannion, en tout cas statistiquement parlant. Ça va être les flux d'azote en fin d'été, donc généralement entre mois d'août et mois de septembre, et qui vont permettre de contrôler un maintien tardif de ces échouages. Alors, si on veut un petit peu synthétiser ou schématiser les éléments qu'on a pu voir à travers ces analyses statistiques pour essayer de comprendre le phénomène de reconduction le phénomène de reconduction pluriannuelle des proliférations d'algues vertes, on peut un peu représenter ça comme une boucle. Et cette boucle-là va être modulée en fonction des conditions hydrologiques et géomorphologiques qui sont spécifiques à chacune de ces baies. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'on va vraiment avoir un rôle clé du stock résiduel, donc cette biomasse qui va rester en état d'hibernation, qui va finalement favoriser plus ou moins la précocité des échouages au niveau de la baie. Et finalement, ensuite, ces échouages, on va avoir leur amplitude et un maintien tardif qui, lui, vont être conditionnés par les apports azotés qui vont arriver durant la période estivale. Plus on va avoir un maintien tardif de ces échouages, plus on va favoriser ce fameux stock résiduel algal. Et donc finalement, on a un peu cette boucle-là qui permettrait un petit peu de schématiser ce fameux phénomène de reconduction. Et enfin, la dernière question que l'on a posée dans l'article, donc, c'était quelle est l'évolution à long terme du phénomène de marée verte en Bretagne dans un contexte de changement climatique? Donc, vous allez le voir très rapidement, l'idée n'est absolument pas d'apporter une réponse clé en main, puisque vous allez voir, c'est plus compliqué que ça. L'idée, c'était surtout de pouvoir amorcer des discussions sur une réflexion de comment on peut, est-ce que oui ou non, en tout cas, c'est facile d'évaluer l'évolution phénomène à marée verte et surtout quels vont être les différents facteurs clés qui pourront avoir un rôle clé dans les années à venir. Alors, quand on parle de changement climatique, on parle forcément dans un premier temps sur l'augmentation de la surface, la température de la surface de l'eau. Et donc, forcément, une augmentation de la température de surface pourrait avoir un impact. Alors, quand je dis un impact positif, c'est-à-dire que ça va promouvoir la précocité de la croissance des ulves et de leurs échouages. Plus on va avoir des printemps qui vont avoir des températures plus élevées rapidement, forcément, ça va favoriser aussi cette précocité d'échouage. Dérèglement de changement climatique, ça peut également se traduire par des modifications en termes de courantologie, en termes de vent, en termes de houle. Et là, il peut y avoir, pas mal d'incertitudes au niveau des modèles prédictifs et notamment aux échelles locales. Et forcément, ces modifications-là pourraient avoir un impact sur tout ce qui va être la dispersion du stock algal résiduel dont on avait parlé tout à l'heure. Si on va avoir des modifications générales de notre l'état de la mer, on va avoir plus ou moins une dispersion importante de ce stock résiduel. Autre élément qui caractérise le dérèglement de changement climatique, ça va être une intensification des périodes de sécheresse. Alors bien sûr, ça va pouvoir induire des flux azotés provenant des bassins versants qui pourraient se réduire, d'une part par une accentuation au niveau des étiages, mais en parallèle, il ne faut pas oublier qu'on est dans un contexte de changement climatique, on est aussi dans un contexte où il va y avoir différentes trajectoires qui vont être mises en place dans le cadre des transitions agroécologiques. Et donc finalement, à l'heure actuelle, on ne sait pas comment les pratiques agricoles vont évoluer. Et donc finalement, les décisions qui vont être prises auront un impact sur les flux azotés qui proviennent des bassins versants. Et donc ces modifications, forcément, contrôleront l'amplitude de la période des proliférations des ulves et modifieront la dynamique saisonnière de ce qu'on peut observer actuellement. Alors, pour conclure,
Premièrement, ce qu'on a pu voir, c'était qu'il y avait plus de la moitié des échouages d'ulves qui avaient lieu dans la baie de Saint-Brieuc à l'échelle de la Bretagne. Parmi les 8 baies du PLAV étudiées, donc la baie de la Fresnay présentait vraiment des particularités en termes de dynamisme intra- et interannuel des échouages d'ulves, du fait d'une modification de l'assemblage des communautés de macroalgues et qui nécessiteront d'être mises en lien avec une évolution des paramètres environnementaux. On a vu également que la reconduction annuelle du phénomène de marée verte serait alimentée par un stock résiduel de biomasse algale sous forme de fragments et que lui-même, ce stock résiduel-là, va être promu par un maintien tardif des proliférations. Les échouages d'ulves ne répondent pas forcément de manière linéaire et unique à l'échelle de la Bretagne, du fait des conditions hydrologiques et géomorphologiques spécifiques à chacune des baies. Et qu'enfin, même si la précocité des échouages d'ulves tend à être favorisée dans un contexte de changement climatique, notamment via une augmentation de la température de surface de l'eau, l'évolution à long terme du phénomène de marée verte dépendra fortement d'une part des stratégies d'atténuation des fuites d'azote au niveau des bassins versants, mais également des trajectoires de transition agroécologique qui seront mises en place. Et je vous remercie pour votre attention. Merci Justine pour ton exposé très clair. Il y a déjà des questions dans le chat, donc je peux les reprendre tout de suite, mais n'hésitez pas aussi à lever la main pour si vous souhaitez poser vos questions directement. Donc je vais prendre directement les questions telles qu'elles sont arrivées, et à savoir là, une question de Nicole Matisse. Et quel est le rôle des interventions de ramassage sur cette reconduction annuelle? Euh, est-ce que du coup, est-ce qu'on voit, ça n'a peut-être pas été analysé dans Alors, vos données? Là, alors effectivement, en fait, ce qu'il faut savoir, donc ça, c'est vraiment dans le cadre des, donc chaque année, comme je disais, donc au niveau de ces suivis de prolifération, dans le cadre des CE, il y a un autre élément aussi qui est mis en parallèle par rapport à, voilà, de mettre en évidence l'évolution des proliférations, enfin l'évolution des échouages, c'est qu'il y a des enquêtes chaque année, donc qui sont envoyées aux communes pour avoir justement l'évaluation des quantités qui sont ramassées au niveau en haut des strands. Et pourquoi ça a été mis en place? C'était dans l'idée que si jamais on voyait des dynamiques de d'échouage qui semblaient s'effondrer ou qui semblaient en tout cas être modifiées et qui on avait du mal à les expliquer par les autres des modifications de facteurs environnementaux, c'était aussi de voir est-ce que à terme les ramassages qui étaient entrepris pouvait avoir un impact sur ce qu'on pouvait en voir au niveau des suivis d'échouage. Après, là, à l'heure actuelle, ce qu'il faut savoir, c'est que les échouages qui sont mis en place sont réellement localisés en haut de plage et que finalement, ça reste un pourcentage qui est relativement faible par rapport à l'ensemble des échouages qui sont mesurés sur les strands. Donc, à l'heure actuelle, en tout cas, les ramassages qui sont mis ne vont pas avoir une incidence sur la dynamique que l'on observe. Ensuite, si la question c'était de savoir est-ce que d'autres types de ramassage ou comment le ramassage pouvait avoir une influence potentielle au niveau des échouages, il y avait notamment une hypothèse qui avait été comment dire élaborée, qui était non pas sur un ramassage dit curatif, parce qu'actuellement on est plutôt sur un ramassage curatif hein, pour répondre à des questions au niveau sanitaire, mais plutôt sur un ramassage dit préventif. C'était de savoir est-ce que si on faisait un ramassage, on va dire justement limiter un peu ce stock résiduel dont on en a parlé, est-ce que potentiellement, si en tout cas les moyens techniques le permettaient, est-ce que ça pourrait en tout cas retarder les échouages, ou en tout cas diminuer cette précocité? Ça, en tout cas, c'est des hypothèses qui ont été émises, mais voilà, c'est à ce stade-là, quoi. D'accord. Une question, alors je vois pas de main levée pour l'instant. Pour la deuxième question qui était dans le chat de Claire Chauvin de la DRAF Bretagne. Constate-t-on une augmentation des surfaces et des linéaires côtiers concernés par les marées d'algues vertes au fil des années? Est-ce qu'il y a une augmentation des surfaces impactées par par les algues vertes ou est-ce qu'on a toujours à peu près les mêmes sites
Alors, il y a une question de surface et peut-être d'intensité du phénomène sur ces surfaces qui sont déjà impactées. Il y a peut-être ces deux questions dans. Ouais, alors bah, c'est vrai que là après c'est un petit peu ce qu'on voit au niveau du je suis pas restée très très longtemps, mais en tout cas le graphique que je présentais, le tout premier, on voyait comment dire les surfaces qui étaient cumulées donc de 2003 à 2020 sur l'ensemble des baies. Et ce qu'on peut voir en fait finalement sur ces 20 ans-là, c'est qu'on va avoir quand même une fluctuation, une variabilité. On va pas forcément avoir une tendance à une augmentation progressive ou une diminution progressive. En tout cas, pour les becs, on a vu dans le cadre, enfin aujourd'hui dans le cadre du webinaire et qui font l'objet de l'article, c'est qu'il va y avoir une forte variabilité qui va être mine de rien liée au niveau de la variabilité interannuelle qu'on va avoir au niveau des paramètres environnementaux. Et si on voulait justement voir l'évolution des surfaces d'échouage bulbes vis-à-vis justement des flux azotés qui proviennent des bassins versants et notamment de toutes les actions qui ont été entreprises dans le cadre du PLAV. L'idée, je pense qu'en tout cas, là, c'était pas forcément l'objet de cet article, mais ce serait intéressant justement de revenir un peu plus loin. Après, toute la difficulté, c'est que nous, on va avoir une base de données qui va être vraiment robuste à partir de 2002-2003. Mais je me permets aussi d'introduire, il y a le projet Green Seas qui est également en cours et que j'ai justement avec l'Agrocampus, dans l'idée justement de pouvoir refléter toute cette tendance, une analyse beaucoup plus rétrospective des flux azotés qui nous viennent au niveau des bassins versants et essayer un petit peu de voir comment ça a pu plus ou moins influencer les échouages. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que en tout cas, on n'est pas forcément dans une diminution et qu'il y a aussi beaucoup de variabilité bah, qui va être liée aussi aux conditions que l'on va avoir environnementales qui vont fluctuer. Si on va être sur une année où on va avoir un printemps qui va être tout de suite avoir énormément d'ensoleillement, peut-être que ça va favoriser justement cette précocité. Si on était, par exemple, c'était c'était pas l'année dernière, mais l'année d'il y a 2 ans, où on était vraiment pendant l'été avec des forts étiages, on avait vraiment finalement une sécheresse qui avait été mise en place, qui pouvait finalement un petit peu casser le rythme au niveau de cette dynamique des bulbes. Ça aussi, on peut le voir. Mais voilà, je ne sais pas si j'ai répondu vraiment bien à la question, mais Oui, donc il y a une question qui va un peu dans le même sens, qui est complémentaire, hein, de Guillemette Preux de l'épave de la baie de Douarnenez. C'est est-ce qu'il y a des développements d'algues vertes ailleurs que sur les 8 baies algues vertes et ailleurs en Bretagne ou même à l'échelle de la France? oui, Et alors c'est vrai que ouais, bien sûr. Là, en fait, c'était au niveau de l'article, c'était de faire un zoom sur les baies du cas du Plave, ou en tout cas, c'est là où il y avait aussi des intensités d'échouage qui étaient relativement plus élevées que sur l'ensemble des sites. Mais bien sûr, dans le cadre des programmes de surveillance, il y a vraiment une surveillance qui est faite sur l'ensemble du littoral. Donc, il n'y a pas que ces baies-là qui sont concernées par les proliférations d'algues vertes. Il y a également d'autres sites où on va avoir des proliférations d'algues vertes. Et c'est pas uniquement également sur le littoral breton, parce qu'on va aussi jusque sur la façade atlantique et jusqu'au niveau de l'île d'Oléron, qui font aussi l'objet de prolifération d'algues vertes. Et il y a également un programme de surveillance qui est fait sur la façade normande, où il y a aussi des proliférations d'algues vertes au niveau de la Normandie. Et c'est aussi pas que, donc c'est absolument pas une spécificité, comment dire, régionale, mais c'est pas aussi qu'une spécificité nationale, c'est-à-dire ailleurs dans le monde. Alors je pense que là, le cas le plus connu, ça va être au niveau de ce qui se passe en Chine, mais on peut parler aussi des proliférations d'algues vertes qui est au niveau de la lagune de Venise. On a aussi au niveau de la mer Baltique. Donc il y a aussi d'autres zones qui sont justement, qui sont dans des milieux où on va avoir une forte eutrophisation du milieu et il va avoir des proliférations d'algues vertes. Alors peut-être que ça ne va pas forcément être les mêmes espèces que l'on rencontre au niveau de notre région, mais en tout cas, ce phénomène de prolifération de macroalgues existe bien évidemment ailleurs. d'accord. Mais pour l'instant, on n'a pas forcément de lien dans ces augmentations de prolifération sur d'autres sites qu'en Bretagne. Il n'y a pas forcément de lien avéré avec le changement climatique. Je pense qu'il y a pas de données forcément nettes. Non, et puis après, c'est toute la difficulté, c'est enfin, quand on commence à parler de changement climatique, c'est que là, déjà, on était sur une base de données, une historique de 20 ans.
Mais si on veut parler de changement climatique, enfin là, on est plus sur du 20 ans. Il faudrait remonter vraiment sur une base de données qui serait beaucoup, beaucoup plus longue, en fait. Donc, euh, donc ça, au niveau de tout ce qui est, par exemple, je sais qu'il y avait des études qui étaient parues, notamment au niveau, je pense que c'était au niveau Bretagne Nord, mais justement sur une analyse temporelle de l'évolution de la température qui permettait justement de voir une augmentation vraiment à l'échelle locale, l'augmentation de la température de surface de l'eau et qui avait pu mettre ça, comment dire, faire une corrélation avec un changement des communautés, l'assemblage des communautés algales. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être faites, mais ça repose sur le fait d'avoir la capacité d'avoir des bases de données qui nous permettent en fait de remonter quand même relativement loin. Donc c'est en fait c'est finalement ça aussi ce qui peut limiter l'analyse. Et puis, bien sûr, comme je disais là dans la dernière diapo, c'est qu'au-delà, que ce soit augmentation de la température de l'eau, c'est que dans le cas au niveau des proliférations d'algues vertes, c'est aussi lié à tout ce qui va être l'évolution de nos activités anthropiques. Et ça, bien évidemment, il y a plusieurs trajectoires qui peuvent être possibles. Donc, ça va influencer d'une manière que ce soit sur les, potentiellement sur les proliférations et les échouages, mais c'est difficile en fait de prévenir l'avenir comme ça. Mhm. Je reprends, je vois qu'il n'y a pas de main levée, mais n'hésitez pas à intervenir directement et à prendre la parole. Je me fais encore le relais d'une question dans le chat de Juliette Daquin. Est-ce qu'il y a des périodes sans échouage sur plusieurs années consécutives? Je crois que tu l'as montré sur la baie Elle de l'a la freiné, Fresnay. ouais. Mm. Et est-ce que votre modèle permet de les expliquer? Alors, permet de les expliquer ou alors éventuellement permet de modéliser des années sans échouage? Ouais, alors ça au terme, parce que là, dans le cas de l'article, c'était plutôt, on va dire, de l'analyse. Alors, c'était de l'analyse multivariate, l'analyse statistique. On repose sur quelque chose qui va être un peu du b.a.-ba, entre guillemets. On va être vraiment sur des modèles de régression multiple, mais qui vont être sur des modèles linéaires. Donc, ça va être, quand je dis b.a.-ba, c'est que ça veut dire que ça va être clairement beaucoup plus simpliste que ce qui est actuellement fait. Donc, je disais qu'il y a aussi le modèle EcoMars 3D ULV qui est déployé au sein du CEVA dans le cadre du PLAB, où là, on est sur un modèle qui est beaucoup plus complexe, où on va avoir tout un modèle qui va permettre de représenter l'hydrodynamisme du milieu, de coupler ça avec comment l'ulve réagit avec les modifications de ses paramètres environnementaux. Donc, c'est vraiment un gros, gros modèle. Et ça, typiquement, c'est des choses qui permettent, en tout cas, de comprendre un peu comment une dynamique évolue ou peut évoluer en fonction de comment les paramètres d'entrée, donc quand je dis paramètres d'entrée, c'est-à-dire bah, justement les flux d'apport azoté, les conditions de température, de lumière, etc., pourraient influencer la dynamique des ulves. Mais en fait, c'est toute la difficulté, c'est que finalement, comme on le voit, on peut pas réfléchir. En fait, c'est pas monofactoriel, c'est toujours multifactoriel. Et donc, il y a toujours un petit peu plusieurs facteurs qui rentrent en jeu et qui peuvent expliquer, bah voilà, on a des changements de dynamique. Et c'est vrai que là, typiquement, quand j'ai pris l'exemple comment dire, de la baie de la Fresnay, ce qui était vraiment intéressant, c'était au-delà du fait qu'on avait vu pendant plusieurs années qu'il n'y avait pas d'échouage d'ulve, c'était aussi que bah, finalement, il y avait une prolifération d'une autre algue opportuniste qui, elle, qu'on a pu regarder un petit peu dans la littérature scientifique, qui est finalement était beaucoup plus compétitrice quand on avait bah, une température qui était un peu plus fraîche, un milieu un petit peu moins riche en azote. Tous ces éléments-là, finalement, permettent de mettre en place une prolifération d'une nouvelle algue qui va être rentrée en compétition et qui va un peu prendre la place. Un peu, ce qu'on parle de niche écologique va prendre la place au détriment de l'ulve. Et à partir du moment où on va dire bah, quelqu'un a pris la place, bah, l'autre elle a un peu plus l'autre algue a un peu plus de difficulté à s'installer. Et c'est un peu je pense que c'est aussi ce dynamisme-là qui est intéressant, c'est aussi de voir comment d'une espèce d'algue opportuniste, on peut en passer à une autre, comment aussi une baie peut répondre de manière différente par rapport aux facteurs environnementaux. Là, sur la baie de la Fresnay, voilà, ça a répondu comme ça. Est-ce que de la même façon, ça va répondre au niveau de ces changements de paramètres, est-ce que ça va répondre de la même façon sur une autre baie? Ça, après, ça aussi, c'est toute la difficulté qu'on peut avoir. Mais
En tout cas, il y a le modèle là, EcoMars 3D Ulf qui est vraiment tout un modèle complexe et opérationnel qui permet en tout cas de pouvoir aller un peu plus loin justement dans ces simulations, ces prédictions et de mieux, on va dire, par baie, modéliser la complexité de l'écosystème, quoi. Et je compléterais, oui, en effet, les travaux de modélisation qui sont faits dans le cadre du plan de lutte contre les algues vertes sur les 8 baies concernées et qui sont faites spécifiquement sur chaque baie. Il y a des simulations qui sont faites sur les changements de pratiques agricoles pour, voir comment ça impacte, des pratiques qui feraient diminuer les fuites de nitrates et comment cela se répercute sur la prolifération d'algues vertes. Donc c'est des études de modélisation qui vont permettre localement de voir un peu l'influence de ces changements de pratiques sur les fuites de nitrates et donc d'aller jusqu'au bout de la modélisation du bassin versant aux eaux maritimes, quoi. Heu, une autre question: confirmez-vous l'info que j'ai pu lire, que Annie donc, qui pose la question, a pu lire dans la presse, qui citait le CEVA, selon laquelle les tonnages ramassés ne représentent que 2 à 3 des algues vertes produites et alors ça, c'est une partie de la question et l'autre partie: est-ce que le projet de ramassage dans le rideau d'eau par bateau de la société, Efinor, en baie de Saint-Brieuc, n'a pas n'a pas pour objet, de diminuer le stock hivernal n'a pas pour objet premier de diminuer le stock hivernal, mais de diminuer les échouages. À mon sens, solution technologique illusoire. Alors, il y a Il y a plusieurs toute la éléments. question des solutions curatives, quoi. Oui, alors par rapport sur les 2-3%, alors je pourrais pas forcément confirmer cette donnée-là. Après, ça va en fait, donc comme je disais, dans tous les cas, les ramassages actuels qui sont mis, ça va vraiment concentrer le haut de plage. Donc ça va être un pourcentage, comment dire, relativement plus ou moins faible par rapport à tous les échouages qui sont, comment dire, mesurés sur les strands. Après, ça va aussi dépendre des territoires, puisque finalement, en fonction des territoires, il y a pas forcément, on va dire la même énergie qui va être ou les mêmes moyens qui vont être entrepris pour faire du ramassage. Pas parce que finalement sur une commune, on va avoir, des ramassages beaucoup plus importants que la commune voisine, que finalement on peut corréler ça au fait, bah oui, c'est parce que cette commune-là a plus d'échouages. Pas forcément, ça va dépendre en fait, des moyens qui vont être mis à disposition. Après, je pense qu'il y a plusieurs personnes au niveau des participants qui sont en charge du ramassage, donc peut-être qu'ils pourront, faudra pas hésiter à intervenir par rapport à ça. Et ensuite, alors sur la société, le projet qui a été mis en place avec le bateau de la société Efinor, donc au niveau de la baie de Saint-Brieuc. J'ai cru voir aussi il y avait Solène Carnière de la SBA qui était ici. Donc pareil, n'hésite pas à apporter des éléments supplémentaires à ce que je vais dire. Alors l'idée, initialement, il y avait plusieurs objectifs dans ce type de ramassage expérimental. Alors initialement, c'était justement en bateau pour être un moyen alternatif que les moyens actuels conventionnels qui étaient à terre. Donc c'était d'une part pour pouvoir accéder à des zones qui actuellement ne peuvent pas être accessibles par les moyens actuels en terre. Donc il y a ce premier élément-là. Et le deuxième élément, il y avait aussi, comment dire, l'hypothèse qui avait été émise que si, en tout cas, la technologie le permettait, comme je le disais, il y avait l'hypothèse de est-ce que on pourrait prétendre à faire un ramassage dit plutôt préventif, justement de le faire un ramassage pas forcément en pleine saison, hein, pendant la période estivale, mais sur hors saison qui pourrait finalement récupérer ce stock hivernal qu'il y a dans les rideaux d'eau. Donc, c'est des choses qui avaient été effectivement amorcées au démarrage du projet, sous condition que la technologie le permettait. Donc, c'était ces objectifs-là, en tout cas, qui avaient été faits. Et c'était surtout d'avoir une solution, voilà, une autre solution alternative par rapport au ramassage actuel. Je ne sais pas si Solène, tu veux rajouter, enfin, je sais pas si Solène est toujours présente ou si elle veut rajouter des éléments en plus. Oui, n'hésitez pas si vous voulez échanger sur
par rapport à cette réponse de Justine? Je ne vois pas de main se lever, mais n'hésitez pas à ouvrir votre micro hein, directement. Non, bah donc ça veut dire que ta réponse était satisfaisante. Euh, voilà. Bon, il n'y a pas d'autres questions en direct. Il y a une autre question hein, de Tristan Maquet qui s'intéresse aux actions d'aquaculture régénérative en France et savoir si au niveau du CEVA, vous avez des éléments ou des travaux qui relient la fréquence et l'intensité des échouages avec l'absence ou la présence de récifs ou de gisements bivalves filtreurs à proximité. Est-ce que, alors là, c'est Oui, c'est sur des l'impact impacts que vous avez. impact écologique, ouais, Mm. plutôt. Alors, par rapport à ça, je vais faire, j'avais une réponse très générale. C'est qu'au niveau des échouages d'ulves, au-delà de, on va dire, le risque qui est le plus médiatisé, le risque sanitaire, il y a forcément on va dire, un risque plus écologique dans le sens, et notamment sur les communautés benthiques, donc notamment aussi au niveau des bivalves, qui peuvent, à partir du moment où vous avez des échouages d'ulves, ça va être surtout le moment où on va avoir ces dépôts massifs qui peuvent rentrer en putréfaction, et donc forcément qui peuvent créer une détérioration de l'habitat benthique, et donc un peu une asphyxie du milieu, et donc potentiellement, en tout cas, ça pourrait agir sur les communautés qui sont présentes. Alors, au niveau Bretagne, au niveau des bivalves, j'ai pas d'étude là qui me vient en tête. Par contre, ce qui est intéressant, c'était dans le cadre de la thèse qui était en 2016 ou 2018 de Émilie Lehuerne, c'était ça, qui avait pu mettre en place donc des travaux, notamment au niveau de la baie de Saint-Brieuc et de voir l'impact qu'avaient les échouages d'ulves au niveau sur les communautés de poissons. Et donc ça, c'est aussi, on peut trouver des travaux sur ça, sur vraiment l'impact de ces densités d'ulves que peut avoir sur les communautés de poissons et notamment sur les communautés de poissons benthiques. Et il y a aussi d'autres travaux qui me viennent en tête, mais là, donc c'était plutôt sur la macrofaune benthique, donc plutôt ce qui va être les petits crustacés, les petits polychètes. Après, bien sûr, ça c'est clairement une question et j'en profite aussi pour faire un peu, enfin, de rebondir par rapport à ça, par rapport au niveau des gisements, au niveau de différents, comment dire, invertébrés, notamment sur des territoires où on va avoir des gisements, que ce soit de coques ou de palourdes ou ailleurs, se pose effectivement la question de est-ce que des gisements qui paraissent on va dire, en état de santé médiocre ou qui se détériorent, est-ce que finalement ça peut être lié sur des zones où on va avoir des échouages d'algues de façon récurrente et notamment on a des zones de putréfaction. En tout cas, il peut y avoir, ça peut être une des conséquences en complément, bien sûr, de mettre en relation avec tout ce qui peut avoir, toutes les autres pressions qu'il peut y avoir autour. Mais voilà, en tout cas, dans un premier temps, là, il y a eu en tout cas des études qui avaient été menées plutôt sur l'impact des échouages au niveau et surtout des proliférations au niveau comité de poissons et plutôt sur macrofaune benthique. Et après, tout ce qui va être au niveau des huîtres aussi, au niveau de l'activité de la conchicule, au niveau des huîtres, il y a aussi des études qui ont pu montrer des impacts potentiellement néfastes sur la croissance des huîtres. Donc D'accord. voilà ce que j'ai en tête. Alors peut-être que Sophie Richier du CEVA souhaitait compléter ou je sais que Tristan Maquet qui avait posé cette question veut peut-être aussi intervenir, mais donc Sophie, Oui, si tu... Oui. juste, excusez-moi, pardon, merci pour le premier élément de réponse. C'était juste pour du coup éventuellement repréciser. Ma question en fait était dans l'autre sens en fait. Elle C'est était ce que plus je sur pensais. l'impact de la présence de bivalves filtreurs sur éventuellement la diminution de nutriments et donc éventuellement, Ah, voilà, c'est ouais. dans l'autre sens. Ok, donc plutôt en termes dans tout ce qui va être un peu les études d'AMTI, quoi. Donc, tout ce qui Ah, va je être crois que Sophie, Oui, c'était où il dans y ce aurait-il sens-là. du Ok, sens d'accord. justement Ok, donc j'étais partie ailleurs. du J'étais partie bivalve ailleurs. pour
Lire les marais. Faire une première réponse et puis Justine, si tu veux compléter. Du coup, oui, je l'avais pris dans ce sens-là. Effectivement, du coup, c'est vrai, on a participé à un projet Interreg, notamment donc avec des universitaires anglais, pour justement étudier ce que pouvaient avoir, enfin des moyens d'abattre les flux et les concentrations en nutriments dans les masses d'eau. Et donc, il y a différentes approches qui ont été testées dans le projet, notamment donc les cultures de macroalgues, mais également sur des concessions d'huîtres, puisqu'en tant que filtreur, bon, vont pouvoir abattre ces concentrations-là. Mais du coup, on se heurte rapidement à des problèmes d'échelle, c'est-à-dire sur des masses d'eau très importantes. Voilà le nombre et les hectares de concessions qu'il peut y avoir pour remédier, en tous les cas, pour avoir un effet bénéfique sur une diminution potentielle de l'eutrophisation. Donc voilà, ça répond peut-être en partie. Merci beaucoup. Alors, une question, on va prendre encore quelques questions, mais donc de Claire Prudhomme, hein, de Dinan Aglo, qui donc travaille sur la baie de la Fresnaye et qui s'interroge sur le risque sanitaire et environnemental qui est lié aux échouages de Pilayella, donc l'autre espèce d'algue que tu as mentionné, leur impact comparé à celui des ulves. Mm. Alors, impact comparé. De façon, alors je pense qu'il faut remettre en perspective, c'est que ce qu'on appelle au niveau des risques sanitaires et environnementaux dont on parle au niveau des algues vertes, en fait, c'est pas vraiment spécifique des algues vertes, dans le sens où ce phénomène de putréfaction et justement qui va favoriser ces dégagements d'H2S notamment, vont être surtout liés où on va avoir des quantités massives de matière algale qui vont diminuer la quantité d'oxygène de notre milieu, donc on l'asphyxie, ça va rentrer en décomposition, et dans ce milieu-là où on est en décomposition, on n'a pas d'oxygène, on va être dans un état où justement ça va favoriser ce fameux gaz H2S. Mais que finalement, pour illustrer, alors à l'heure actuelle, on n'a pas eu de forcément. Alors peut-être dans le programme ISAR, je ne sais pas s'il y a des dépôts putréfiants qui étaient liés à Pilayella littoralis. Faudrait que je regarde. Mais dans tous les cas, c'est ce risque sanitaire ou écologique lié à ces états de composition peuvent avoir lieu, pas que par des dépôts d'algues vertes, mais aussi par d'autres algues opportunistes qui vont finalement former des gros dépôts massifs et donc vont conditionner ce milieu-là. Donc pour Pilayella, je n'ai pas là d'exemple en tête, mais ça pourrait arriver. Et typiquement, si je peux permettre d'illustrer un autre cas très concret où on peut avoir ce même type de risque sanitaire par rapport à des échouages d'algues massifs, typiquement, si on regarde ce qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique au niveau des sargasses, on est aussi dans cette configuration. Donc voilà, les risques sanitaires et écologiques du fait à des échouages et des proliférations d'algues opportunistes n'est pas forcément lié uniquement par rapport aux algues vertes. Elle le favorise parce qu'on est vraiment sur des algues qui vont être comme ça en lame, et ça va faire vraiment des gros tapis, mais c'est pas une spécificité en soi. Donc, mais j'ai pas forcément là, à ma connaissance, qu'il y ait eu au niveau de la baie de la Fresnaye des pots en putréfaction par rapport à Pilayella, mais ça, faudrait que je le regarde par rapport à mes terrains, par rapport à mes collègues qui vont sur le terrain, en fait, quoi. Mhm. D'accord. Bon, on arrive un petit peu en fin de webinaire, comme on essaie de respecter 1 heure de webinaire à chaque fois. Donc, mais si quelqu'un a encore une dernière question, c'est toujours possible. Là, je ne vois pas de main levée, mais n'hésitez pas. Vous avez encore quelques secondes. Mais sinon, bon, bah, je tiens à remercier encore une fois Justine et puis toute l'équipe du CEVA pour l'explication assez claire apportée par tous ces travaux. Euh, donc, et merci aussi à vous tous pour les échanges et les questions, hein, qui ont permis de préciser les propos. Voilà, donc la présentation et puis le replay seront mis en ligne, hein, sur le site du CRESEB tout prochainement.
avec les ressources associées complémentaires telles que l'article qui a été cité, qui est un article en anglais, mais voilà, qui peut... De toute façon, après toutes les figures qui ont été présentées, voilà, c'est des donc ça permettra voilà, de rebondir plus ou moins facilement sur l'article, mais ça permet en tout cas de donner les grandes lignes de ce qui avait été dit dans l'article, quoi. Voilà, tout à fait. Bon, ben, merci à tous. Et puis, pour l'instant, le prochain webinaire du CRESEM n'est pas programmé, donc, mais on vous avertira dès qu'il y en aura un nouveau, s'il y en a un d'ici cet été. Et donc, merci à tous, bonne journée et au prochain webinaire. À bientôt. Merci, bonne journée à tous.